Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Si l'envolée des prix sur nos marchés a amené l'ensemble du gouvernement à descendre récemment sur le terrain pour expliquer à la population les raisons de l'inflation économique actuelle et les accompagnements apportés aux opérateurs économiques pour freiner cette hausse des prix, c'est bien au ministère de l'Industrie et du Commerce de préparer le terrain pour le développement des industries et des entreprises commerciales au Bénin. À ce titre, l'équipe dirigée par Madame la ministre Alimatou Chadia Souma planifie la mise en œuvre et le suivi de la politique générale de l'État dans les domaines de l'industrie et du commerce, met en place les instruments juridiques et réglementaires, lois, décrets, arrêtés et autres, et s'assure de leur respect. Tout ceci en veillant à la préservation des intérêts des consommateurs et de l'État béninois. Comment cette mission est-elle assurée sous la conduite de Mme Alimatou Chadia Souma durant ce second mandat du président Patrice Talon? Votre émission, Le gouvernement en action, reçoit la ministre de l'Industrie et du Commerce, émission que j'anime avec Maury Ano-Agua, mon confrère de Eden TV. Oui, Marie-Léa, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de vous prêter à nos questions. Après la tournée d'explications sur les raisons de l'inflation actuelle, pouvez-vous nous dire aujourd'hui que les produits de grande consommation dont les prix sont encadrés par le gouvernement sont vraiment respectés, sont cédés aux consommateurs au prix que vous les avez fixés? Bonsoir, chers amis de la presse. Bonsoir à nos compatriotes qui nous écoutent ce soir. Je vais dire que la situation que vit le Bénin sur la hausse des prix de première nécessité n'est pas une situation nationale. C'est une situation mondiale puisque le monde traverse sa troisième année de crise parce que les fournisseurs et les transporteurs, quand ils sont débordés, les prix augmentent. C'est la loi du marché. Il faut rappeler qu'aucune crise n'est restée sans riposte. La Covid-19, qui n'est pas vraiment derrière nous, a eu son lot de mesures de soutien. Et la crise sécuritaire n'est pas restée non plus sans réponse de la part du gouvernement. Et là encore, le gouvernement est proactif et face à la crise, il faut deux types de mesures. Les mesures conjoncturelles et des mesures structurelles. Nous avons cette chance-là d'avoir une vision novatrice, car les actions déjà programmées répondent à des mesures structurelles d'une crise économique, des mesures qui fortifient l'économie d'un pays et qui ne menacent pas structurellement sa croissance. Pour revenir à la riposte conjoncturelle, dès le 23 mars 2022, le Conseil des ministres a adopté des mesures chocs. Des mesures chocs puisque c'est des mesures qui permettent l'allègement du prix des produits de première nécessité et des produits de grande consommation. Je vais parler d'une TVA minime sur le riz, de l'exonération de TVA sur les produits importés et des produits produits localement, je vais dire. Que ce soit le blé, la farine de blé, l'huile et le fret partiel pris en compte dans le calcul des droits de douane sur des produits de grande consommation et surtout la disponibilité de ces produits-là et la disponibilité du gasoil très subventionné. On veut savoir de façon concrète si les prix fixés par le gouvernement sont actuellement respectés sur le terrain. Est-ce que la ministre a le retour? Qu'est-ce qui se fait pour que ces prix-là soient respectés, Madame la ministre? Vous savez, il n'y a pas de manuel de gestion de crise. Puisque, comme je vous ai dit, c'est une crise inédite, surtout la dernière, c'est vraiment la crise de trop qui nous a surpris, qui a surpris tout le monde. Et l'évaluation doit être faite quotidiennement. Cette première série de mesures qui a été prise, donc des mesures d'urgence, a été évaluée. Et vous avez parlé tout à l'heure de la tournée gouvernementale. Et donc, pendant cette tournée-là, nous avons rapidement réajusté une première mesure qui est par exemple celle de l'huile, par un acte réglementaire. Ce sont ces ajustements-là, qui d'ailleurs ce ne seront pas les seuls, puisque nous allons prendre également des actes réglementaires sur la farine de blé, sur le ciment, et bon, le gasoil était déjà réglementé. C'est cette veille quotidienne qui permet d'ajuster les mesures et qui permet surtout de les appliquer.
Avec les actes réglementaires aujourd'hui, ces mesures-là ne peuvent pas ne pas être respectées parce que c'est puni par la loi. Est-ce que vous avez eu ce retour comme quoi les commerçants sur le terrain effectivement livrent ces produits-là au prix encadré par le gouvernement? Alors, curieusement, dans les marchés, nous avons un respect total de ces prix-là. Il y a certains commerçants indélicats qui ont été appréhendés, vous le savez très bien, et dont les procédures sont en cours. Certains magasins ont été fermés. Il y a toujours des récalcitrants et ces récalcitrants, nous viendrons à bout de ces récalcitrants-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons mis à disposition de nos compatriotes le numéro 113, le numéro vert 113, qui permet de nous signaler toute infraction par rapport à l'application donc de ces actes réglementaires. C'est ça. Alors, certains produits, comme le ciment, ne sont pas très disponibles au niveau donc des dépôts. Ceux qui en ont en stock ne les cèdent pas au prix que le gouvernement a retenu. Qu'est-ce que vous conseillez à la population dans ce cas? Est-ce qu'il suffit d'appeler le numéro vert pour avoir le ciment chez soi ou il faut faire avec la pénurie sur le terrain en attendant? Non, ça sera très vite derrière nous parce que comme je vous disais, là, il y a un acte réglementaire qui fixe le prix du ciment par commune. Cela permet de faire un contrôle plus efficace. Et vous savez, il n'y a aucun acte réglementaire que nous avons pris tout seul dans le bureau. Non. Nous avons eu des concertations. C'est vraiment avec les acteurs d'un commun accord que nous sommes arrivés donc, sur ces prix-là, donc qui ne peuvent être que respectés. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous allons être plus sévères, puisque c'est vraiment avec eux que nous avons fixé ces prix-là. Donc il n'y a pas de question d'indisponibilité du ciment. Vous savez, le ciment, c'est un produit cyclique. Donc, toutes les mesures ont été prises pour qu'il y ait la disponibilité. Comme je vous disais, c'est certains indélicats qui créent des pénuries artificielles pour pouvoir s'adonner à la spéculation. Tout ça ne sera plus possible. D'ailleurs, ça n'a jamais été possible. Nous avons fermé des dépôts, vous le savez très bien, puisque ce n'est pas un secret. Et là, ça sera derrière nous, puisqu'il y aura de la disponibilité. Il faut reconnaître que cette vision, comme je vous disais, de développement a permis d'ouvrir énormément de chantiers. On n'a jamais eu autant de consommation de ciment au Bénin. Jamais. Ce qui fait que... Et qu'est-ce qui l'explique? Mais les chantiers ouverts. Les chantiers ouverts. Par le gouvernement. Par le gouvernement. Et malgré l'offre, vous savez qu'avant, on exportait notre surplus de production. Aujourd'hui, il n'y a plus d'export de ciment. Il n'y en a plus, tout est consommé sur place. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train d'arriver déjà à une saturation puisque la demande commence à être plus élevée que l'offre. Et donc toutes les dispositions sont en cours pour que nous ne vivons pas du tout une pénurie. En tout cas, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, on ne peut plus parler d'indisponibilité de ciment. Ça, c'est derrière nous. Oui, c'est derrière nous. Alors, dans les marchés et dans les supérettes, vos concitoyens sont aussi confrontés aux produits frelatés. Ce sont des produits qui ont parfois les mêmes emballages que les originaux. L'on pourrait citer certaines bières importées, des sodas et d'autres boissons alcoolisées comme des whisky et des vins. Que fait le ministère du Commerce pour protéger la population, souvent dupée, mais aussi, Madame la ministre, exposée à diverses conséquences sanitaires du fait de la consommation de ces produits frelatés? Nous avions déjà adopté une politique nationale de contrôle qualité. Il faut être réaliste. Vous savez, quand on a déjà avec le Nigeria à plus de 800 km de frontières, on a des frontières avec le Burkina Faso, on a des frontières avec le Togo. Malgré tous les contrôles, nous assistons à des rentrées de produits de piètre qualité. Mais il n'y a pas que. Nous avons, dans nos travaux, mené des investigations et toujours dans notre mission de protection du consommateur, surtout dans le centre du pays. Vous savez qu'il y a beaucoup de produits faits artisanalement. Et donc, nous avons commencé depuis bientôt 1 an une vraie chasse face à ces produits-là. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont en prison. Suite à ça, avec l'aide de la police républicaine, nous sommes en train de démanteler beaucoup de réseaux concernant donc ces produits-là. Pour ce qui est des produits importés, une fois, comme je vous disais, avec la politique qualité, nous sommes en train de finir des politiques de traçabilité des produits. Et vous savez aussi qu'avec l'Agence nationale de métrologie et de contrôle qualité, nous accompagnons donc à la certification et au contrôle qualité des produits déjà qui sont faits ici. Et pour ce qui est importé, là aussi, nous faisons des contrôles, certes, mais notre politique qualité n'a pas encore toutes les infrastructures nécessaires.
Et donc, ces infrastructures sont en cours. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques mois déjà, nous avons autorisé en Conseil des ministres donc, la création donc, d'un centre technique agroalimentaire qui nous permettra d'avoir toutes les infrastructures et contrôler donc, les produits, non seulement qui entrent, mais également les produits faits ici pour que vraiment ces produits de mauvaise qualité soient conjugués au passé. Je vais vous dire, avec tout ce qui est fait à travers dans cette vision, qui est de faire du Bénin un pays de paix, un pays où il fait bon vivre, mais il faut aussi bien manger. Mais pour bien manger, c'est des produits de qualité et le président Patrice Talon y tient et c'est pour ça que un centre technique agroalimentaire, il n'y en a pas partout, ça sera un des tout premiers dans l'Afrique de l'Ouest. Certains consommateurs s'attendaient à ce que le gouvernement dise par exemple que oui, le sac de 100 kilos d'igname doit être livré à tel montant à Tokba, le sac de maïs à tel montant, le sac de haricots, puisque là ce sont des vivres que nous consommons. L'huile, on en met quelques cuillerées dans la soupe, mais le communiqué vient et avec l'huile au devant, on se demande pourquoi. Vous savez, nous répondons aux besoins de la population. Quand la population commence à dire l'huile est chère, il ne faut pas rester sourd, d'une part. D'autre part, vous savez que avec cette guerre, avec la guerre, tout ce qui est oléagineux est devenu hors de prix. Donc, si on ne prenait pas des dispositions, vous avez vu les niveaux qu'avait atteint donc l'huile. Si on ne prenait pas des dispositions, on n'aurait pas pu, en tout cas, continuer à consommer. On ne peut pas rester sourd aux besoins des consommateurs. On ne peut pas le faire. Quant aux produits vivriers, il y a des mesures qui ont été prises bien avant la guerre, déjà là, depuis l'année dernière. Dès que les prix ont augmenté, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des mesures pour éviter la sortie des produits. Vous savez, le prix, c'est quoi? C'est l'offre face à la demande. Quand il y a l'offre, forcément les prix baissent. Donc nous prenons des mesures, pas pour réglementer, parce que ce n'est pas à nous. Le gouvernement, la mission d'un État, c'est, comme on a dit tout à l'heure, la création de richesses. Ce n'est pas dit, l'État n'est pas cultivateur. Non, ce n'est pas l'État qui le fait. L'État a mis en place des programmes donc, agricoles pour que nos producteurs puissent vivre convenablement et mettre à disposition de la population des produits de bonne qualité à moindre coût. Nous régulons non seulement le prix, mais également la disponibilité des produits. La disponibilité est très importante et donc on n'a pas attendu cela pour réguler et surtout pour qu'on ait de la disponibilité. Il y a un produit très disponible, c'est l'eau commercialisée en sachet. Certains utilisent, entend-on dire, de l'eau de puits ou de l'eau de forage pas traitée et tout ceci est emballé dans des entrepôts peu hygiéniques. Alors, comment suivez-vous le circuit de production et de conservation de l'eau en sachet qu'on trouve à tous les coins de rue au Bénin? Merci pour cette question parce que depuis 1 an, nous avons donc entrepris des travaux, là encore, sur l'eau. On n'avait pas de laboratoire de contrôle d'eau. Là, aujourd'hui, on a un grand laboratoire en construction pour le contrôle de l'eau. Vous savez, pour mettre en œuvre certains projets, certes, c'est écrit sur papier, mais il nous manque également des infrastructures qui permettent en tout cas, d'atteindre nos objectifs. Et dans le manque d'infrastructures, il y avait les laboratoires. Aujourd'hui, les laboratoires sont en cours. D'ici l'année prochaine, on aura de vrais laboratoires et on pourra enfin appliquer donc, la politique de commercialisation de l'eau. Vous savez, on a déjà une loi sur le sachet. Donc, c'est pour et non seulement le contrôle de l'eau, mais également le sachet qu'ils utilisent n'est plus vraiment réglementaire. Donc, nous sommes en train de travailler avec d'autres collègues pour arriver donc à bout de ce fléau. Les réformes des boulangeries, parlons-en, Madame la ministre, Marie-Léa Yelmadjo. Avez-vous réussi à trouver un terrain d'entente avec les promoteurs de boulangeries par rapport à l'augmentation du prix du blé, où ils ont des solutions pour contourner cette pénurie de blé, pénurie due à la crise russo-ukrainienne? Quand on regarde notre PAG, qui a été en tout cas présenté bien avant la crise. Donc la réforme de la petite industrie, donc y compris la boulangerie, était déjà inscrite. Donc la réforme de la boulangerie a déjà commencé puisqu'on a déjà commencé à travailler donc, avec des compétences qui pourraient nous amener à ça. Quand on parle de réforme de la boulangerie, c'est de la recette, de la formation,
même de l'outil de production de pain. Donc c'est vraiment tout ça, y compris et donc la réglementation adaptée. La dernière réglementation date de 2008, qui fixait déjà le prix du pain jusqu'à 28 000 francs. Le pain peut rester à 125. Les boulangers vont dire « Ah non, pourquoi elle dit ça ?» Je suis sûre que quand les boulangers vont écouter, là, ils vont dire « Non, mais comment elle peut dire ça ?» Mais c'est vrai, puisqu'on a déjà eu plusieurs fois ces discussions, ces échanges. Vous savez, on a rencontré les boulangers une vingtaine de fois depuis le début de la crise. Oui, une vingtaine de fois. Pour assurer non seulement la disponibilité de la farine de blé, mais pour nous assurer que la population peut acheter donc le pain, pour continuer à acheter le pain à 125. Forcément, il y en a qui aiment passer, qui vont passer à travers les gouttes, mais qu'on rattrape toujours, puisque une fois de plus, les équipes des ministères sont vraiment sur le terrain et veillent à ce que nous puissions acheter le pain à 125. Je sais qu'actuellement, ça va être un peu plus difficile. C'est vrai, nous demandons des efforts à nos artisans, mais c'est également important que ces efforts soient faits, puisque par ailleurs, il y a des allègements que les artisans ou que les toutes petites entreprises et dont les petites entreprises bénéficient. Donc cette réforme de la boulangerie verra le jour bientôt. On est en train de regarder également les tests, est-ce qu'il faut libéraliser le prix du pain, est-ce qu'il ne faut pas les recettes. Quand on parle de recettes, je suis sûre, Madame Léa est en train de sourire parce qu'elle m'en a déjà parlé une fois en me disant, oui, mais il n'y a pas que le blé il y a des nouvelles recettes. Vous savez, il n'y a rien de nouveau. C'est juste parce que c'est la crise. Pourquoi on reste dépendant du blé alors? Qui reste dépendant du blé? C'est un choix. C'est un choix que l'on fait de manger du pain, du blé. C'est les boulangeries, Madame la ministre? Non, pas du tout. Quand il y a des boulangeries qui n'ont pas attendu. Vous savez, on appelle ça les farines de panification. Les farines de panification ne datent pas de la crise. Hein. Depuis 2008, quand vous regardez les travaux qui ont été faits pour aboutir à nos tests, on avait déjà parlé des farines de panification, où on pourrait introduire le maïs, on pouvait introduire le manioc. Il n'y a rien de nouveau. C'est juste parce que maintenant, le blé est moins accessible qu'on en parle, mais il n'y a rien de nouveau. Il y a beaucoup de gens qui ne digèrent pas le blé, par exemple, à cause du gluten, et qui ne mangent pas du pain de blé. Pourquoi ces pains avec des farines donc produits localement, par exemple du fournio et tout ça, ne sont pas très consommés, très présents? C'est peut-être moins connu. C'est peut-être pas assez connu, mais ça, c'est le rôle des boulangers. On en parle avec eux. D'ailleurs, dans cette réforme-là, vous savez, quand vous arrivez en Europe, d'où vient le pain? Parce qu'il faut dire, le pain ne vient pas de nous. Nous, on connaît les beignets, mais on ne connaissait pas le pain. Donc, le pain a été introduit avec sa matière première, qui est le blé, qui n'est pas de chez nous. D'accord? Mais quand on va en Europe, mais on a plus de 200 sortes de pain, de céréales de toutes sortes. Donc, c'est des recettes qu'il faut stabiliser, que nous sommes prêts à accompagner toutes les boulangeries qui peuvent innover pour pouvoir le faire, mais une fois de plus, il ne faut pas non plus déplacer les rôles. Moi, je veux bien accompagner, mais je ne vais pas créer des recettes, mais une fois de plus, dans cette réforme-là, nous arriverons donc à stabiliser des recettes beaucoup plus adaptées. C'est d'ailleurs déjà le cas, puisqu'on a, avec les chambres de métiers d'autres pays, commencé à travailler donc, sur ces recettes-là. Au-delà des recettes, il y a aussi le poids du pain qui préoccupe les consommateurs. De plus en plus, certains pensent que le poids a diminué parce que justement, votre ministère a d'une manière ou d'une autre amené les boulangers à adopter 125 francs comme prix de la baguette ordinaire. Non, c'est réglementaire depuis 2008, le prix à 125 pour 160 grammes. Vous savez, nous veillons à ce que le poids reste. Les mesures ne sont pas figées et les mesures seront ajustées autant que nécessaire pour qu'on ait la disponibilité des produits à un coût raisonnable. Ça, c'est très important à retenir. Pour conclure sur ce qui est la crise, les mesures seront ajustées autant que nécessaire pour assurer la disponibilité des produits. Alors, quelle est aujourd'hui, Madame la Ministre, la politique, en quelques mots, pour promouvoir le consommation local? Il faut rappeler un postulat, que la résilience au choc extérieur dépend fortement de notre capacité à produire ce que nous mangeons et à consommer ce que nous produisons. Ça, c'est important. Et c'est fort de ce postulat que depuis 2 ans, nous faisons donc le mois du consommation local. Au sein de l'UMOA, nous avons donc opté pour le mois d'octobre, puisque nous sommes tous conscients. L'intégration régionale est quelque chose qui tient à cœur au président Patrice Talon, qui a convaincu d'ailleurs ses pairs dans ce
Dans ce cadre-là, le mois d'octobre donc, est le mois consacré à la consommation locale. Mais nous ne nous arrêtons plus au mois d'octobre, puisque nous faisons d'ailleurs tout le temps, maintenant, depuis la première édition, on avait dit que notre ambition est de faire des 12 mois, le mois du consommation local. Depuis déjà un an et demi, nous avons quand même énormément de produits faits localement, les qualités s'améliorent. Je vais plutôt dire que le mois d'octobre, c'est plutôt un mois où nous découvrons des nouvelles marques, des nouveaux producteurs que nous accompagnons, que nous amenons à la certification également. Le consommation local, c'est une question de patriotisme. Je l'ai dit déjà plusieurs fois que nous devons aimer ce que nous consommons. Vous savez, je vais prendre notre huile, les huiles produites localement. Vous savez que beaucoup demandent l'exportation. Vous savez, nous avons interdit l'exportation de l'huile. Pourquoi? Parce que c'est de très bonne qualité. C'est pour vous dire que nous allons bientôt arriver à produire, à manger que ce que nous produisons, mais de très bonne qualité. C'est ça. Alors, ce que nous produisons, on en trouve au niveau des marchés, Mori, Ano, Agua. Venons à cette préoccupation donc des femmes vendeuses des marchés en construction. Oui, cette préoccupation, Madame la Ministre, les marchés ont été modernisés aujourd'hui et dites-nous, est-ce que toutes les femmes auront leur place dans ces marchés, vendeuses de piments, de poissons et autres? L'objectif de ce projet, c'est de moderniser les marchés, de décongestionner les marchés, que l'exercice du commerce dans les marchés soit un vrai plaisir, et que l'exercice du commerce dans les marchés se fasse dans des conditions d'hygiène et de libre concurrence acceptables. Vous savez, quand on regarde les marchés, souvent on se dit mais je n'ai pas envie d'aller vers le poisson, je ne vais pas aller vers la viande. Mais c'est pour que tout cela soit au passé. Donc, nous allons avoir des marchés modernes. Mais qui dit marché moderne, dit gestion moderne. Je vous ai rappelé tout à l'heure l'objectif de décongestionner les marchés. Aujourd'hui, nous avons triplé, quadruplé même certaines capacités de certains marchés. Donc, la question de place ne sera pas un sujet. Nous avons pris des compétences pour nous accompagner donc, à mettre en place donc, le cahier de gestion donc, de ces marchés modernes. La question de place n'est pas un sujet. Vous allez vous dire, est-ce qu'il y aura les vendeuses de piments? Oui. Les marketplaces ont été définis en conséquence. Donc, tout ce que nous avions dans nos marchés se retrouveront dans nos marchés, mais mieux organisés, avec des marketplaces donc, beaucoup plus fournis et surtout qui répondent aux normes internationales. Pour ce qui est de... La qualité a un prix, Madame la Ministre. Oui. Mais c'est justement le challenge, c'est ça le but de l'exercice, c'est que la vendeuse de piment continue de vendre du piment au marché, mais toujours à un coût raisonnable. Et donc c'est pour ça que nous sommes en train donc d'écrire donc ce cahier de gestion qui nous permettra de pouvoir gérer les marchés, surtout d'entretenir les marchés, de circuler dans les marchés, de garder les normes internationales en termes de conditions d'hygiène, en termes de sécurité également. Ça a un coût, mais le coût sera raisonnable. On continuera à acheter du marché, du du piment, du crin-crin, du langouin dans nos marchés. Les femmes seront alors, nous avons observé, Madame la Ministre, une pénurie des hydrocarbures, notamment du gasoil et du gaz domestique. Alors, pourquoi le gaz coûte de plus en plus cher au Bénin, alors que dans d'autres pays de la sous-région comme le Togo, ce n'est pas le cas? Et aussi le gasoil, quelle est aujourd'hui notre situation? Comparaison n'est pas raison, comme on dit, mais surtout en termes d'hydrocarbures. Les modes d'approvisionnement, la consommation de la population, les quantités font qu'on ne peut pas avoir les mêmes politiques d'approvisionnement des populations. En termes de gasoil, vous savez, la subvention depuis la crise par litre de gasoil est à 457 francs le litre, soit à peu près 12 milliards. 457 francs le litre de subvention, parce que l'économie tourne au gasoil. L'économie tourne au gasoil, donc 457 francs le litre. Pour une consommation de 25 millions de litres mensuels, faites le calcul, on est à plus de 12 milliards de subventions par mois sur le gasoil. Donc, quand on me dit que le gasoil n'est pas disponible, c'est juste le temps
de l'approvisionnement, de chargement des camions-citernes. On n'a jamais eu une pénurie ou une indisponibilité de gasoil sur le territoire. Qu'on me dise il n'y en a pas dans la station parce qu'on est en train de charger, parce que vous savez que notre port est également en travaux. On a quelques difficultés par rapport à l'entrée des camions-citernes parce qu'on ne peut pas non plus, avec la sécurité, on ne peut pas non plus en faire entrer 200. Donc, ce qui fait que de temps en temps, on peut avoir des retards d'approvisionnement sur les stations, mais on n'a pas de pénurie de gasoil. Ça, il faut être réaliste, il faut être vrai sur ce sujet-là. Maintenant, vous savez que nous sommes en pleine période agricole, nous sommes en pleine période de semis, donc le gasoil est demandé et très consommé, surtout dans les zones agricoles. Le tiers du gasoil est consacré en période de semis à l'agriculture. Donc, ils sont impatients, c'est vrai, ils ont raison, parce que vous avez là, les pluies ont commencé, ils sont impatients, mais il faut être réaliste. Là, on a du gasoil sur le territoire, c'est juste le temps que cela vienne dans les stations. Voilà. Madame la ministre, on va parler de ce que fait le gouvernement pour autour des produits agricoles d'exportation comme le coton, le cajou, j'allais dire le karité et le soja. Qu'avez-vous fait, vos équipes et vous, ces 12 derniers mois pour la promotion de ces produits et leur commercialisation? Alors vous savez, c'est des produits qui n'ont pratiquement pas besoin de promotion. C'est avec fierté que je le dis. Pourquoi? Parce que nous avons un soja de très bonne qualité. Vous savez que notre soja est certifié aujourd'hui en Chine. Et donc, quand on a des produits d'exportation certifiés, donc on n'a pas besoin de faire même la promotion, c'est plutôt de faciliter les procédures d'exportation ou la transformation. Pareil pour le karité, qui est de très bonne qualité, et le cajou, vous le savez très bien, dans la sous-région, nous avons une des meilleures qualités de cajou. Que faisons-nous pour la promotion plutôt de leur transformation? C'est plutôt ça que je préfère entendre, puisque, une fois de plus, on n'a pas besoin de faire la promotion de l'exportation des produits bruts. Ce n'est pas notre vocation. Nous avons besoin donc d'avoir de la valeur ajoutée. Et donc, à partir d'ici 2 ans, il n'y aura plus d'exportation de noix brutes. Tout ça sera transformé puisque nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que les unités de transformation puissent en fait transformer les 430 000 tonnes de cajou que nous faisons aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes en train de faire des travaux pour améliorer la commercialisation, donc en termes de qualité, également autour des magasins, que le producteur puisse vraiment profiter de son produit et non pas que les exportateurs ou les intermédiaires. Donc tout ça est pas en réflexion, je vais dire en termes en études, que d'ici, j'espère, les campagnes prochaines, que ça ne sera plus donc les campagnes 2023, qu'on est à moderniser donc la commercialisation, mais surtout, en tout cas, transformer la plus grosse partie et non plus une exploitation des produits bruts. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Parlons justement de transformation. Comment arrivez-vous à encadrer ces structures, ces personnes-là qui produisent des jus de ces produits? Dans notre PAG, nous avons parlé d'accélération industrielle. Nous avons également donc une grosse partie de notre PAG qui sera consacrée donc effectivement à l'encadrement de la transformation, pas forcément industrielle, mais en tout cas une semi-industrialisation. Pour que les produits restent compétitifs, il faut en effet un encadrement, mais surtout mettre en place des plateformes de transformation. Tous ceux qui font des jus d'ananas ne peuvent pas avoir une unité de production aux normes parce que ça coûte de l'argent. Donc notre ambition, c'est d'avoir des plateformes de transformation comme on a aujourd'hui dans les grands pays, où cela permet donc aux transformateurs de pouvoir transformer leurs produits avec des unités qui répondent aux normes internationales. Ça a un coût. Mais nous, notre ambition, c'est que nous puissions avoir plusieurs marques de jus, mais produits dans des conditions d'hygiène et de qualité, en tout cas qui protègent le consommateur et qui soient exportables également. Un mot sur le commerce. Il y a eu cette 12e conférence ministérielle de l'OMC. Quel a été le plaidoyer du Bénin? Vous savez, le principe de l'OMC, c'est le consensus.
Et malheureusement, à la CM12, les crises et des réflexes de protectionnisme ont fait que on n'a pas pu arriver à des consensus. Donc, il y a eu beaucoup d'échecs sur beaucoup de thématiques. L'agriculture et le coton ont été un échec. Je vais vous dire, nous, très clairement, je ne sais pas si vous avez vu mon intervention, on avait 4 points que nous avons inscrits pour être défendus avec le groupe africain. C'est les subventions sur la pêche, c'est les soutiens internes qui créent des distorsions énormes sur le marché du coton. C'est également le commerce électronique, puisque je vais vous en reparler tout à l'heure sur le e-commerce, l'état du e-commerce au Bénin. C'est le commerce électronique et enfin la réforme donc de l'OMC. Ça a été un succès en demi-teinte, puisque les gros dossiers n'ont pas eu un dénouement heureux. Donc ces dossiers ont été donc reporté à la CM13, qui dit CM13 dit donc un statu quo, donc un statu quo donc de tout ce qui ne fonctionnait pas également. On va donc attendre la CM13 pour revenir à la charge donc sur ces questions-là portées avec le groupe africain. D'accord. Alors, en attendant, donc, le Bénin continue ses actions dans le secteur de l'industrie. Alors, le projet phare du moment, c'est la création donc, de cette zone industrielle de Glodjibé. À quelle étape en êtes-vous, pour ne pas dire à quelle étape en est le gouvernement dans ce projet? Au début de mon propos, je vous avais parlé d'une vision qui nous a permis tout de suite d'apporter des solutions structurelles. Donc, comme je disais, dans une crise, il y a des solutions conjoncturelles, mais surtout des solutions structurelles pour ne pas que les prochaines années nous amènent à un statu quo où on a toujours des problèmes. Donc nous avons, sous le leadership du président Patrice Talon, mis en place donc ce programme de zone économique spéciale qui répond à une mesure structurelle de gestion de crise. Aujourd'hui, nous avons 400 hectares qui ont déjà été donc réservés. Et nous avons déjà des industries qui commencent donc à se construire avec surtout les industries de transformation agricole, donc c'est le cajou, le coton. Nous avons vous savez qu'il y a un recrutement de 1000 jeunes qui ont déjà commencé donc leur apprentissage en termes de confection. Donc la zone avance avec beaucoup de fierté. Puisque nous aurons à transformer énormément de produits agricoles, la confection de vêtements, la transformation de bois. C'est vraiment une fierté parce que on voit que on a déjà 400 hectares, ce n'est pas rien. Donc 400 hectares, c'est plus d'une centaine de grandes industries qui vont donc s'installer et créer énormément d'emplois. Il y a entre-temps la zone économique de Sémépodji et l'industrialisation aussi dans les autres parties du Bénin. Qu'est-ce que ça devient? Vous savez, l'industrialisation a été en panne pendant longtemps. Pourquoi? À cause d'une indisponibilité d'énergie. Il y a le dernier projet qui a été lancé pour renforcer donc, les hautes tensions pour permettre de mettre à disposition de l'énergie qui pourrait être utilisée donc, par les industries. Nous avons donc la zone de Sémépodji qui renaît parce qu'il y a un grand programme donc, de renforcement de disponibilité d'énergie par Vinci Énergie. Nous avons la zone à Gapé également, dans une industrie de Gapé, donc qui bénéficiera de ces projets-là. Vous savez, la disponibilité de l'énergie était vraiment un frein à l'industrialisation. Là, on renaît, on s'organise pour que ces zones puissent être vraiment des zones industrielles modernes. À Sémépodji, nous avons quand même beaucoup de nouvelles industries qui se sont installées. Pourquoi? Les zones économiques spéciales, oui, mais également l'attractivité de notre coût des investissements, du climat des affaires a quand même permis à Sémépodji de ne jamais s'éteindre, même si elle renaît, je vais vous dire, de façon plus dynamique. Nous avons une nouvelle minoterie qui a quand même installé une capacité de 70 000 tonnes de farine de blé. Nous avons des renforcements de beaucoup d'industries déjà là-bas. Nous avons une fonderie, nous avons de l'huile. On rajoute parce que vous savez, on parlait de l'huile tout à l'heure, notre consommation est de 90 000 tonnes. Nous n'avons que 35 000 tonnes produites localement. Donc notre ambition, c'est d'aller beaucoup plus loin. Et donc, c'est pour cela que là, satisfaire les besoins. Au moins domestiques. Et c'est pour ça que donc il y a des entreprises à qui nous avons demandé vraiment d'augmenter leur capacité
pour que nous ne dépendions plus de l'extérieur pour ces produits de grande consommation. Donc pour vous dire, en tout cas, nous sommes très fiers de ce qui se passe aujourd'hui dans l'industrie parce que ça bouge et que nous avons des industries vraiment de première nécessité qui également commencent à venir. Nous avons les rizeries qui sont arrivés à leur vitesse de croisière maintenant, à Malanville ou à Glasgow, où il y a un projet d'installation de 120 000 tonnes de riz, surtout à Glasgow, donc qui a déjà commencé là encore. Donc oui, effectivement, ça bouge beaucoup dans l'industrie avec ces coups de stress parce qu'on n'avait pas l'énergie. Là, aujourd'hui, on a l'énergie et nous sommes en train nous allons pouvoir bénéficier de la main-d'œuvre qualifiée parce que vous savez qu'il y a un projet d'enseignement technique qui permettra d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée parce que ça aussi c'est un frein à l'industrie. Donc tout cela est en train de se mettre en place. Plusieurs entreprises ont bénéficié aujourd'hui d'autorisations d'installation. Nous pouvons parler de presque 13 milliards d'investissements déjà cette année en 12 mois pour l'industrie. Donc en termes d'autorisation, en termes de coût des investissements, en termes d'investissements déjà réalisés, qui sont en cours. Nous avons donné plus de 1500 certificats d'origine pour permettre aux entreprises de pouvoir exporter leurs produits. Donc c'est pour vous dire qu'il y a de la production, il y a de l'industrialisation et il y a encore beaucoup, l'avenir est radieux en tout cas pour cela parce qu'il y a de l'énergie qui va se mettre en place. Madame la ministre, que sont devenues les unités industrielles de production de tomates, du jus, les 6 unités industrielles mises en place par le régime Yahi? C'était plutôt des unités qui n'ont jamais fonctionné. Ça, on en avait déjà parlé. Aujourd'hui, ces unités ont été cédées à des promoteurs qui, la plupart, ont dû raser. Ils ont eu des financements et qui sont en train de travailler déjà à la matière première et ensuite remettre au travail la zone avec des nouvelles unités de production. Donc ces unités-là ont déjà été attribuées à des promoteurs qui sont fiers de pouvoir développer dans ces zones-là de la transformation des produits locaux. Il y a également un chantier dont vous vous occupez, ce sont les principaux documents de politique et de stratégie, vous en parliez. Quelles sont les orientations dans ce sens et quels sont les intérêts de ces tests-là pour les acteurs et pour le développement de l'industrie au Bénin? Il faut toujours partir d'une boussole. La première boussole, c'est d'abord la vision. Et pour que cette vision soit pérenne, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la pérennité. Je n'ai pas de coup de pub, vous l'avez vu. Donc pour que cette vision continue d'être pérenne, et pour les générations à venir, puisque c'est ça une vision, nous avons donc besoin d'adapter les politiques à cette vision-là. Il faut également adapter des politiques à ces chocs. Et c'est pour cela qu'il est très important de revoir nos politiques, d'adapter nos politiques à cette vision créatrice de richesse et de croissance. Nous avons également des stratégies sectorielles qui sont déjà en cours. Je vous ai parlé tout à l'heure de la qualité. Dans la politique, il y a également le e-commerce qu'on n'a pas abordé. Je vous ai dit qu'il a été un sujet très houleux à Genève il y a quelques jours. Nous sommes déjà à la fin de la stratégie e-commerce que nous allons présenter au gouvernement pour adoption. Le e-commerce est devenu en tout cas un mode de vie, je vais dire, puisqu'il y a beaucoup de pays avec l'enclavement ou avec les facteurs météo font que la plupart achètent sur Internet. Nous n'allons pas rester les analphabètes de ce commerce-là. Nous avons un pays dynamique, donc c'est pour cela que nous avons très rapidement également pris le pas et aller vers le e-commerce. Nous avons aujourd'hui, en tout cas, un secteur du numérique qui bouge. Donc cela nous permet enfin de pouvoir mettre en place une vraie stratégie de e-commerce et de pouvoir valoriser nos produits également made in Bénin. Madame la ministre, vous avez œuvré à l'adoption du décret fixant les conditions de délivrance des agréments de fabrication et d'importation du tabac au Bénin. Qu'est-ce qui va changer dans les anciennes pratiques? Il y a une directive communautaire qui avait déjà un peu fixé les conditions d'exercice de commerce du tabac.
Et donc on a juste pris donc, les décrets issus donc, de ces directives-là, comme c'est le cas normalement pour les directives communautaires. Je vous ai parlé tout à l'heure du marché de l'intégration régionale, qui est un chantier très important pour nous, puisque c'est cela même qui permet de faire la promotion de nos produits. Nous avons pris donc des décrets pour pouvoir réglementer un peu ce secteur en termes de qualité des produits. Vous savez, à l'OMS, on ne peut pas faire la promotion de la consommation de tabac. C'est pour cela qu'en tant que gouvernement responsable, nous avons donc pris les tests pour réguler la commercialisation. Nous devons protéger les enfants, nous devons protéger les personnes vulnérables. C'est pour cela que on se devait de prendre les tests. Donc aujourd'hui, on saura exactement qui importe le tabac, quelle quantité, et pouvoir, donc cela permet juste de réguler, de protéger le consommateur et en tout cas les Béninois face à ce fléau de la toxicomanie. L'essence de contrebande, les vendeurs sont parfois traqués par la douane et la police. Est-ce que c'est un secteur désormais régulé? On ne peut pas parler de secteur régulé, mais en même temps, on ne peut pas faire l'autruche. Ce n'est pas du tout notre façon de fonctionner et vous le savez très bien, vous connaissez très bien le président Patrice Talon, ce n'est pas son fonctionnement. Quand il y a des problèmes, on les règle, même si c'est difficile. On ne fait pas semblant de ne pas voir parce qu'on n'a pas de solution immédiate. C'est le cas de l'essence relatée. On a 1500 villages entre Cotonou et Manaville de frontières, avec le pays producteur de cette essence. Vous savez, nous importons à peine 6 millions de litres d'essence. 6 millions de litres d'essence contre 25 millions de litres de gasoil mensuel, puisqu'il n'y a pas de gasoil frelaté, il n'y a pas de gasoil frelaté permettant de satisfaire la consommation donc, de notre économie. Donc forcément, donc, ils se sont tournés vers ce qu'il y a de moins cher. Aujourd'hui, à la station, nous sommes à 600 parce qu'on subventionne, parce que le vrai prix de l'essence est déjà 726 francs le litre aujourd'hui. Quand on dépend de la contrebande, quand il n'y en a pas là où on prend, ça augmente. Vous savez, il faut 3 jours aujourd'hui dans les stations au Nigeria pour pouvoir s'approvisionner. Il faut passer 3 nuits pour pouvoir s'approvisionner. Ce n'est pas le cas ici. Vous avez vu le test qu'a pris le directeur général de la douane. C'est par rapport au transport. Est-ce que vous pensez que c'est prudent d'avoir autant de bidons sur une moto et qu'à la moindre maladresse, que tout cela prenne feu? C'est d'abord plus pour la sécurité et non pour le prix. Quand on lit le test, c'est plus pour la sécurité et non pour le prix. Donc la question de l'essence relatée reste entière. L'idéal, c'est quoi? L'idéal serait que nous puissions consommer beaucoup plus l'essence réglementée pour que justement le prix baisse, puisque c'est une question d'économie d'échelle. Plus vous en consommez, plus à l'importation, le prix baisse. Vous avez évoqué plusieurs fois les stations-service. On constate que ces stations poussent un peu partout sur le territoire national. Quelle est la politique dans ce domaine? Les stations se modernisent. Vous savez que la Sonacop avait 128 stations, donc pratiquement plus de la moitié à Cotonou. Il y a une 60aine de stations Sonacop à Cotonou. La 60aine a été cédée. Donc, ces acquéreurs, les acquéreurs de ces stations-là sont en train de moderniser donc, ces stations. C'est une des pistes pour lutter contre l'essence de contrebande, c'est qu'il y ait de la disponibilité. Il y a des zones où il n'y a pas du tout de stations, ce qui fait qu'on n'a pas d'autre recours que la contrebande. C'est aussi le manque de stations. Donc c'est déjà heureux qu'on ait beaucoup plus de stations à Cotonou et des stations qui viennent dans d'autres localités. On est en train de prendre des tests pour réglementer donc, les conditions d'exercice, de commercialisation, d'importation et de distribution des hydrocarbures au Bénin. Madame la ministre, comment se portent les relations commerciales entre le Bénin et le Nigeria? Très bien. Puisque vous savez que dans le programme, une fois encore, je vous ramène à notre boussole, qui est donc le programme d'action du gouvernement sous le leadership du président, il y a un projet qui a étonné tout le monde, mais un réel projet qui prend corps. C'est la création de la zone de libre-échange entre le Bénin et le Nigeria.
sommes en train de travailler là-dessus. C'est parce que vous savez qu'au Nigeria, il y a des élections bientôt. Donc, depuis à peu près 4 mois, ils sont consacrés donc à ces échéances-là, ce qui fait que donc, ça a pris un peu de retard. Mais c'est quelque chose qui va être une réalité, puisque d'ailleurs, la CEDEAO vous avait encouragé à mettre en place donc, une zone économique entre le Bénin et le Nigeria, donc de Sémékrake jusqu'à Igolo, donc de faire cette zone-là. Mais les relations n'avaient pas permis de le faire. Mais aujourd'hui, c'est un projet que la CEDEAO a réactivé au vu justement des relations qu'il y a entre le Bénin et le Nigeria, qui seront améliorées en cas commercial, donc qui seront également soutenues par son Excellence du Président de la République et donc le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances également, parce qu'il est quand même au cœur également de ce projet-là. Vous savez, les droits de douane, c'est souvent ça, les petits, le petit grain de sable, là, souvent entre les pays en termes de commerce. Donc, on est en train de travailler pour que ce soit une réalité. À quand l'industrie automobile au Bénin, une industrie de fabrication de motos, pourquoi pas? Aujourd'hui, c'est un produit, un moyen de transport qui coûte aussi très cher. À quand une industrie? Sur la zone économique spéciale, on a déjà une réservation pour une industrie de motos, d'assemblage en tout cas, de motos. Donc ça, c'est pour ce qui est de la moto. Alors, pour la voiture, il faut être humble pour avoir ce que l'on veut. Et c'est pour ça que nous construisons petit à petit toutes les infrastructures qui permettront d'attirer l'assemblage de voitures. Et donc, c'est en cours. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'énergie. La moto est en train de venir, donc probablement donc, la voiture viendra après. Le gouvernement fait de son mieux pour que tous les outils, les instruments soient mis en place pour attirer donc, ces industries de pointe, des industries de pointe quand même, les moteurs et tout. En tout cas, ne serait-ce que pour l'assemblage d'abord. Après, pour la fabrication, ça, c'est un autre débat. Mais ne serait-ce que pour l'assemblage, pour l'Afrique commencer à accueillir de l'assemblage. Et pour les prix aujourd'hui, les prix des motos? Nous sommes dans un contexte, c'est vrai, d'augmentation de prix malgré les efforts que le gouvernement a fait surtout au niveau fiscal pour alléger donc, le prix des motos. C'est une réalité, mais nous ne les fabriquons pas, hélas. Et d'où ça vient, nous le savons. Aujourd'hui, ces pays-là ont été confinés, déconfinés, reconfinés, ce qui fait que même le prix de production pour arriver à nous a déjà augmenté. C'est ça qu'il faut voir. Vous savez, souvent, on ne regarde que le prix à l'arrivée. Personne ne parle du prix d'achat là-haut. Justement, c'est parce que ça a augmenté que le gouvernement a été proactif en allégeant tout de suite donc, les droits sur les motos. Alors, concernant l'industrie et le commerce, les mois à venir, les années à venir, à quoi faut-il s'attendre dans le cadre du PAG 2? Alors, avant d'aborder donc ces perspectives, il faudrait parler comme du secteur privé. Le secteur privé est au cœur donc, de l'industrialisation du commerce. Parce que l'État n'est pas là pour vendre, n'est pas là pour produire, mais l'État est là pour soutenir, accompagner les investisseurs, ceux qui veulent bien, tous ceux qui ont compris que le développement passe par la production domestique. Donc l'État est bien là pour les accompagner. Nous avons aujourd'hui une chambre de commerce qui est dynamique. Vous avez vu tous les partenariats, tous les projets qu'ils mettent en place et qu'on soutient pour que le secteur privé retrouve vraiment cette lettre de noblesse. Et d'ailleurs, qu'ils ont retrouvé depuis 2018 maintenant avec la nouvelle chambre. Et surtout, tous ces tests, que ce soit le code des investissements, que ce soit le doing business, donc le climat des affaires, qui s'est beaucoup amélioré, qui leur permettent aujourd'hui d'éclore. Donc le secteur privé est aujourd'hui, en tout cas, au cœur de nos préoccupations. Et c'est pour cela que nous mettons tout en œuvre pour que ce secteur privé continue, en tout cas, de créer de la richesse, de la croissance, parce que c'est son rôle. C'est son rôle et le rôle du gouvernement, justement, c'est de l'accompagner. Je voulais le signaler. Pour le PAG, justement, pour faire la transition, et c'est également de renforcer donc, ce tissu industriel, ce tissu du secteur privé pour que ce soit pour une économie résiliente, une économie plus forte. Il faut que nos industries, nos entreprises se portent bien. Donc c'est ce que nous avons inscrit au PAG avec donc les politiques dont on a parlé tout à l'heure, le code de la consommation pour que nos produits soient plus fiables, que les consommateurs, parce que c'est eux qui achètent quand même, soient également plus en confiance
confiance, la qualité, on a parlé du e-commerce, on a parlé donc de la petite industrie. Une fois de plus, dont on a parlé, c'est pas que la boulangerie, c'est également donc les produits, les unités de transformation des jus dont vous avez parlé. Donc il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de réglementations, puisque nos réglementations les dernières réglementations datent de 90, donc il y a 30 ans. L'eau a coulé sous les ponts entre-temps, avec les crises, donc il faudrait donc les mettre à jour. Et c'est ce que nous attelons à faire. Ça, les compétences ne sont pas toujours disponibles tout de suite, surtout avec les crises également, avec la crise sanitaire, les confinements, ce qui a un peu retardé donc la mise en œuvre de ces projets-là, en tout cas, qui sont déjà en cours. Madame la ministre, est-ce que vous avez un mot à l'endroit de vos concitoyens? À l'endroit des concitoyens, je vais demander encore plus de patriotisme. Encore plus de patriotisme parce que c'est cela même qui nous encourage. Le patriotisme, c'est cela même qui guide cette vision de croissance et de développement, de fierté aujourd'hui que nous ressentons. C'est le patriotisme qui permet de faire la promotion de notre pays. Nous devons aimer ce que nous produisons, nous devons consommer ce que nous produisons et nous devons produire ce que nous consommons. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je ne cesserai pas de le redire, puisque c'est vraiment le moteur d'un développement. Je pense que les réformes qui sont en cours, en tout cas, sont déjà dans le bon sens. Ils l'ont déjà vu, on a le PAG 1 et le PAG 2, donc qui est la suite du PAG 1 avec des nouveaux projets de perspective, en tout cas de développement pour les générations futures. Je vais dire, tout est là pour que le développement y soit. Donc le développement, ça y est. Madame la ministre, merci. C'est moi. Marie-Léa, merci pour cet entretien. C'est un plaisir. Chers téléspectateurs, le patriotisme permet le développement local. C'est sur cette phrase que nous allons clôturer cette émission que nous avons eu du plaisir à animer pour vous. Cet entretien, j'allais dire, qui a reçu pour vous Alimatou Chadia Assouma, ministre de l'Industrie et du Commerce. Elle a répondu à nos questions concernant certaines de vos préoccupations. Marie-Léa Yemadjiro, merci une fois encore. Et mesdames et messieurs, toute l'équipe de production et de réalisation vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt.